Bonjour et bienvenue pour cette édition du vendredi du journal de à la rédaction. Dans quelques jours, la semaine européenne de la mobilité va nous inciter à nous déplacer autrement. Invité Muriel Larouille, chargée d'études transport en commun pour la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Philippe Leguer, boucher charcutier à Chevreuse, a rejoint la confrérie des Compagnons du Goût qui regroupe les meilleurs professionnels. C'est le 9e artisan yvelinois distingué. Rentrée des classes, nouveau rythme scolaire, remaniement du gouvernement, retour de Benoît Hamon au poste de député. Nous reviendrons aussi sur l'essentiel de l'actualité de la semaine. C'est un choc pour l'hôpital de pédiatrie et de rééducation de Bullion. Sa directrice a été placée mardi en garde à vue pendant près de 20 heures. 5 plaintes pour harcèlement moral ont été déposées à son encontre par des employés. Les gendarmes auraient également enregistré 45 témoignages de salariés de l'établissement. Le parquet de Versailles poursuit pour l'instant ses investigations sans que l'on sache la suite qui sera donnée à ce dossier. Invité de cette édition du 5 septembre, Muriel Larouille, bonjour. Bonjour. Et bienvenue en plateau, chargée d'études transport en commun pour la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Nous faire oublier la voiture, c'est l'enjeu de cette semaine de la mobilité, semaine européenne qui débutera le 16 septembre prochain. Comment avez-vous organisé vos services, mobilisé vos services pour cet événement? Il y aura beaucoup d'animations pour les particuliers et pour les entreprises. Alors, comme tous les ans, on sera présent dans les entreprises. Nous serons présents dans 13 entreprises saint-quentinoises. Ça permet de toucher une partie des 108 000 salariés de l'agglomération. On sera aussi présent pour le grand public le samedi 20 septembre devant le Vélodrome pour des animations vélo. Nous sommes également aux côtés des différents volontaires qui vont se passer de voiture pendant 2 semaines. On va parler justement peut-être plus en détail de ce projet. Vous avez mis en place un projet qui va permettre à une poignée de personnes de tester la vie, vraiment la vie du quotidien sans voiture. Voilà, nous avons lancé un défi aux salariés et aux habitants de Saint-Quentin en Yvelines. On a fait un appel à volontaires et nous en avons retenu 8 qui, pendant 2 semaines, du 15 septembre au 26 septembre, vont se passer de voiture. Nous leur fournissons, grâce à des partenaires, différents moyens de transport. Pass Navigo pour ceux qui feront train plus bus, Ticketé plus par Skibus pour ceux qui feront du bus. Ceux qui seront à vélo auront possibilité d'avoir des vélos à assistance électrique par 2 et 3 roues, une entreprise de voisins. Voilà. Vous allez les surveiller, voir s'ils jouent vraiment le jeu. Vous allez prendre leur clé de voiture? Non, l'objectif véritablement, c'est de les aider à relever le défi. Ils se sont inscrits, ils se disent que c'est peut-être possible et ils vont essayer. Certains ont déjà organisé la garde des enfants en fonction de leur nouveau mode de déplacement. D'autres se lancent sans grande organisation en disant bon, on tâtonne, on va essayer. Voilà. L'idée, c'est vraiment de montrer que c'est possible et de donner l'occasion aux gens de tester. Ça, ce sera le fil rouge pour cette semaine de la mobilité. Il y a aussi des événements ponctuels. Le grand rendez-vous, le rendez-vous principal, c'est le 20. Le 20, on vous donne rendez-vous au Vélodrome. Vous aurez possibilité d'essayer des vélos à assistance électrique et possibilité d'essayer des vélos délire pour avancer en marche arrière, pédaler avec vos bras. Vous avez possibilité aussi de faire marquer votre vélo contre le vol. Le jour où malencontreusement quelqu'un vous déroberait votre vélo, si la police peut remettre la main dessus, elle peut vous recontacter grâce à un numéro d'identification. Vous pouvez aussi faire réparer gratuitement votre vélo devant le Vélodrome. De 14h à 18h, plein d'informations de transport également. Nous serons là pour répondre à vos questions en direct. Le programme complet est sur le site internet de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin. On parlait de changer les mentalités, voir un peu comment les gens pouvaient avoir le déclic, comment nous pouvions avoir le déclic pour changer véritablement de vie sans voiture. Quelles sont vos habitudes de déplacement? Seriez-vous prêt à changer de mode de vie? C'est notre question du jour. Nous sommes allés vous la poser dans les rues de Saint-Quentin. Moi j'habite Boulogne, alors je me déplace en 2 roues en voiture. D'accord. Parce qu'il n'y a pas de transport en commun, Boulogne, voisin de Bretonneux. D'accord. Par le bus, c'est pas mal desservi, Saint-Quentin en Yvelines. On peut aller à Versailles avec un ticket de 1,30 €. Le train, ouais. Bah ouais, parce qu'on est tranquille, assis. Voilà, donc je lis, je fais tous mes trucs. Écoutez, beaucoup en voiture et puis de temps en temps à vélo quand c'est pas trop loin. En transport en commun, à pied, bus, train, tram aussi. Si on prend la voiture, on n'est pas sûr d'arriver à une heure fixe. Et puis, il y a aussi le fait que la carte orange soit remboursée à 100% par l'employeur. Donc voilà. La motivation est différente. Quelquefois, on se rend compte de l'environnement, de l'enjeu environnemental pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et puis, par contre, le déclencheur, c'est souvent le porte-monnaie.
coûte moins cher d'utiliser le vélo. C'est pas tant le porte-monnaie, les gens vont choisir le mode le plus adapté et le plus pratique. L'aspect coût viendra après. Vous aurez beau dire à la personne que c'est cher d'utiliser sa voiture, si c'est le mode le plus adapté et le plus pratique, elle utilisera sa voiture. Par contre, il y a énormément de déplacements qu'elle pourrait être amenée à faire autrement. Et c'est ça aussi qui est important. La majorité des déplacements font moins de 3 km. À moins de 3 km, ça se fait à vélo et c'est quand même le mode le plus pratique et le plus efficace en plus pour ces déplacements. Et le vélo, c'est ce que vous utilisez parce que vous me l'avez dit, on commence ce journal, vous avez organisé votre vie en fonction des déplacements ? C'est ça, je ne voulais plus avoir à faire des temps de trajet trop importants en voiture ou en transport en commun. Et donc, j'ai déménagé pour pouvoir me déplacer uniquement à vélo ou quasiment uniquement en vélo. L'idée de cette semaine, c'est de faire disparaître complètement la voiture ? Absolument pas. Dans votre garde-robe, vous n'avez pas que des baskets, vous n'avez pas non plus que des chaussures à talons. L'idée, c'est de mettre à disposition des habitants un cocktail de déplacement, c'est-à-dire qu'ils puissent avoir le mode le plus adapté au moment où ils en ont besoin. Pouvoir utiliser un taxi le jour où il y a besoin de prendre un taxi, pouvoir prendre un bus le jour où c'est le bus le plus adapté, le vélo, mais aussi la voiture. On a des parcs relais, par exemple, qui permettent aux gens de se rabattre en gare de Saint-Quentin et dans les gares de l'agglomération, de laisser leur voiture en toute sécurité et ensuite d'utiliser normalement les transports en commun. Le vélo, bien évidemment, c'est aussi un loisir. Il y a des balades qui seront proposées pendant cette semaine de la mobilité. Si on peut en dire brièvement un mot. Et là aussi, je vous renvoie vers le site de l'Agglo pour le programme. Le vélo est un des fils conducteurs sur l'ensemble de la semaine, aussi bien en entreprise, puisque les entreprises vont proposer des réparations de vélos sur les sites, des essais de vélos à science électrique. Et le samedi, l'Office de tourisme, à l'occasion des Journées du patrimoine et de la semaine de la mobilité, propose un certain nombre d'itinéraires et de découvertes du territoire à vélo. La semaine de la mobilité, semaine européenne, existe depuis 2002. On peut en faire un bilan, ça fonctionne, les mentalités évoluent ? Les mentalités évoluent, la voiture devient un vrai sujet, on commence à parler du coût de la voiture, le vélo devient un vrai mode et n'est plus seulement associé à du loisir ou à des olibritus qui montraient sur un deux roues. Ça commence à devenir un mode noble sur lequel les entreprises s'investissent, dans lequel les partenaires sociaux également. Faut savoir quand même que le premier frein à l'usage du vélo, c'est le stationnement à domicile. Donc il y a énormément de partenaires à mobiliser pour arriver à développer le stationnement du vélo. Ensuite, il faut la réparation. Nous avons la chance sur Saint-Quentin d'avoir plusieurs entreprises qui réparent les vélos. C'est pas toujours le cas sur le tissu habitat dans d'autres départements. Après, il n'y a plus d'excuses. Vous pouvez faire du vélo, on va tous s'y mettre, et moi aussi. Merci beaucoup, Muriel Laroui. Semaine de la mobilité du 16 au 22 septembre en Europe, et puis à Saint-Quentin, en Yvelines. Évidemment, on en reparlera lors des prochaines éditions du journal. Merci à vous. On va continuer à évoquer l'actualité de ce vendredi avant de revenir tout à l'heure sur les moments forts de cette semaine écoulée et cette nouvelle prouesse de Carmat, la société yvelinoise basée à Vélizy. Elle qui avait produit le premier cœur artificiel vient de réitérer son essai clinique. Une bioprothèse de haute technologie a été implantée sur un patient au centre hospitalier universitaire de Nantes il y a quelques semaines, 8 mois après une première implantation réalisée à Paris, rapporte Libération et France Inter. Pour l'heure, l'identité du patient reste secrète. En mars dernier, le premier patient qui avait bénéficié de ce cœur artificiel était décédé. La société yvelinoise cotée en bourse avait alors précisé qu'elle maintenait son programme d'essai, comprenant notamment 4 implantations en tout. Elle avait obtenu l'autorisation pour cela le 16 juillet dernier. En 1997, un groupement des Compagnons du Goût a vu le jour. Il fédère depuis les meilleurs bouchers et charcutiers traiteurs de France, 350 artisans, parmi lesquels Philippe Leguer. C'est le 9e représentant des Yvelines, le premier de Chevreuse. Florane Parfait et Claire Cambier pour ce reportage. Ça dépend, il vous en faut combien? Vous le prendriez quand, vendredi ou samedi? Samedi. Donc si je vois que ça part, je vous en mettrai un de côté, vous inquiétez pas. Attentif à sa clientèle, Philippe Le Huguer l'est depuis 23 ans. Intronisé aujourd'hui compagnon du goût, il intègre une confrérie créée il y a plus de 20 ans. Le titre de compagnon du goût nous apporte une reconnaissance par rapport à la clientèle. Et après, bien sûr que économiquement, c'est très très intéressant. On s'en aperçoit 2-3 mois après, oui, c'est très rapide. Pour l'occasion, la confrérie a fait le déplacement, célébrer l'événement et faire découvrir les produits que seuls les compagnons du goût sont habilités à faire. Un moyen de mettre en valeur auprès du public ces artisans fortement concurrencés par la grande distribution. On peut demander ce qu'on veut, le morceau qu'on veut, la taille qu'on veut.
C'est ça qui est intéressant dans une petite boutique. Parce qu'on n'a pas forcément besoin de tout ce qu'ils nous donnent dans les supermarchés. Je trouve que c'est très très important que les gens soient pointus dans leur métier. Alors ça, pour moi, c'est très important. Un artisan est un artisan. Philippe Lahugueur obtient cette distinction pour la deuxième fois. Il l'avait déjà obtenue il y a 7 ans à Rambouillet, mais a dû proposer à nouveau sa candidature lorsqu'il a repris la boucherie de Chevreuse. La sélection est rigoureuse. 500 bouchers charcutiers bénéficient du titre de compagnon du goût sur toute la France et 9 dans les Yvelines. Nous, ce qu'on recherche, c'est que chaque compagnon du goût soit absolument pareil. C'est un accueil, un savoir-faire et un professionnalisme, une qualité de produit, que ce soit dans la viande ou dans la charcuterie, et puis surtout une hygiène irréprochable. C'est-à-dire qu'une boutique doit être bien tenue du matin à l'ouverture jusqu'au soir dans la soirée. À la fermeture, ça doit être absolument nickel. Beaucoup de travail pour cet artisan. Il est le dernier boucher de Chevreuse. La ville en comptait encore 4 il y a quelques années. Un mot de culture, le Vélodrome National annonce la tenue de son premier festival dédié au hip-hop. Le label Juste Debout, la Manufacture 111 sont associés à ce projet assez ambitieux. Des artistes internationaux seront présents. 24, c'est son nom, proposera le 27 septembre et pendant 24 heures des démonstrations de danse, des concerts, des performances de DJ. Pour les amateurs, DMX, MOP, Exhibit, Be Real du groupe Cypress Hill sont annoncés. Il vous en coûtera 37 € si vous réservez avant ce dimanche, 39 € à partir du lundi 8 septembre. Il vous reste à peine 48 heures. Voici un avant-goût. No rights, no lefts, I'll lay in wait then. 2, 2, 3 rounds, cave your face in. Man, I should have seen it coming. Behind your eyes, I can see your mind racing. Heart sink to your weak stomach. Et puis on n'oublie pas qu'à partir du 18 février prochain, le Vélodrome National de Saint-Quentin va accueillir du sport, une semaine de championnat du monde de cyclisme sur piste. Le complexe sportif situé à Montigny-le-Bretonneux était en compétition avec Aguascalientes au Mexique. Il a été choisi par l'Union cycliste internationale. 5000 spectateurs qui vont pouvoir soutenir les coureurs de l'équipe de France sur une piste flambant neuve de 250 mètres. Après ce point sur l'actualité du jour, l'actualité du vendredi, on en revient à présent sur le reste de l'actualité de la semaine. Vous en avez l'habitude, les nouveaux rythmes scolaires qui sont lancés en cette rentrée afin de favoriser des temps d'enseignement plus efficaces. Les horaires ont été revus en fonction des villes. Le changement est accueilli plus ou moins bien par les familles. Nous sommes allés à leur rencontre ce mercredi dans les communes de Plaisir et de Rambouillet, là où la journée d'école se termine à 11h54 très précisément et certains parents sont assez perplexes par cet horaire. C'est assez étonnant. Après, que ce soit 11h54 ou midi, ça ne change pas grand-chose. Voilà, il en a été décidé comme ça. C'est étonnant, mais bon. J'ai pas très bien compris le 11h54. Puis ça fait déjà des grosses journées, ça fait déjà 3h le matin. Là, ça leur fait une demi-heure de plus. Ce que ça change pour moi, déjà, c'est surtout au niveau des enfants, de les lever 5 jours de suite par semaine. C'est toute une réorganisation. Je trouve que c'est pas très bien parce que le mercredi, c'est une pause pour la semaine. Donc voilà. Déjà, je sais pas, pour moi, déjà, il y a plus d'écoles. C'est bien et en même temps, c'est un peu embêtant. Voilà, parce qu'on ne peut plus faire d'activités. C'est très... C'est quelques réactions, le journal qui se poursuit. Les TAP ou TAP, c'est l'autre versant du réaménagement des horaires d'école. Ces moments dégagés dans la journée pour permettre aux élèves de pratiquer un sport, un loisir ou de travailler des leçons avec des animateurs normalement compétents. Les villes sont libres de proposer à des activités de leur choix. Certaines font même du zèle. Pour d'autres, en revanche, c'est service minimum. Les maires UMP d'Elancourt et de Plaisir sont très opposés à cette réforme. Et ils parlent d'ailleurs d'un temps de récréation supplémentaire. Mettre en place des animations coûte cher, selon leurs propos. Le maire d'Elancourt maintient la pression. Il parle d'une mobilisation dans une quinzaine de jours de son collectif anti-réforme composé de 700 élus. Cette réforme, 1 milliard, elle va coûter au pays, si vous ne faites rien, en plus de la garderie, et si vous faites quelque chose, elle va coûter 2 milliards, donc entre 1 et 2 milliards. On n'a pas les moyens aujourd'hui, avec la baisse des moyens, la baisse des dépenses publiques, de soutenir une réforme en plus qui n'a absolument pas fait ses preuves. Nous demanderons de toute façon la suspension de cette réforme, soit sous la forme d'un moratoire, soit sous la forme de ce qu'on appelle le libre choix. C'est-à-dire que les maires, qui ont envie d'y aller, on le redemandera, sinon on proposera une grève générale.
Obliger un maire à prendre des risques et à engager sa responsabilité sans lui donner les moyens, sans lui donner les effectifs et sans lui donner en plus le contenu pédagogique, parce que vous remarquerez, il y aurait eu un contenu pédagogique homologué par l'éducation nationale quand même. C'est à nous d'inventer maintenant. Alors bon, moi à la limite j'ai des tablettes, j'ai une infrastructure assez importante, mais le maire qui ne connaît pas l'éducation nationale, je ne sais pas, qui était médecin, qu'est-ce que vous voulez qu'il se mette à créer du contenu pédagogique? Donc c'est insensé cette réforme. Si des maires s'opposent encore à cette réforme dans le département, aucun n'a en revanche empêché l'accès des enseignants à l'école mercredi matin, à l'inverse de ce qui s'est produit dans l'Essonne par exemple. Le directeur académique des services de l'éducation nationale dans les Yvelines a cependant répondu sur ce plateau au maire d'Elancourt. On l'écoute. Je me souviens que la mairie d'Elancourt souhaitait développer des activités numériques autour du numérique entre midi et 2 et peut-être le soir. Donc, bon, les activités ne sont peut-être pas montables tout de suite dans le contexte dans lequel se situe la commune, mais il y a bon espoir que ces temps peut-être bougent et puis soient occupés de manière nouvelle. Jean-Michel Coignard qui a également réagi aux déclarations du directeur allemand de l'éducation de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, pour qui l'école française est l'une des plus inégalitaires au monde. Le classement édité par l'OCDE évalue le niveau des élèves de 15 ans de 65 pays, le fameux classement PISA qui fait souvent parler, et la France y figure à la 25e place. Il ne faut pas oublier tous les efforts qui sont faits et ce qu'on jugule malgré tout du point de vue des inégalités. Là, l'espoir qu'on a avec les nouveaux dispositifs de ces dernières années, qui en fait remontent au-delà de 2010-2012, certaines choses ont été essayées dans les années 90 dans l'éducation prioritaire. Ce qu'on espère, c'est vraiment appuyer là où on sait qu'on a du résultat supplémentaire, les mises en groupe plus petits, ce sont les dispositifs plus de maîtres que de classes dans certaines écoles, la prise en charge beaucoup plus tôt et de manière appropriée des moins de 3 ans, et puis un certain nombre d'autres facteurs qui vont faire que les enseignants vont y rester un peu plus longtemps, espère-t-on, moins de turnover, et puis qu'on acquiert les fondamentaux de manière plus efficace. Donc voilà, c'est pas du jour au lendemain que peut-être PISA mettra la France au top, mais la conscience de ce problème dans le pays grandit, et les efforts historiques qui sont faits doivent nous permettre de gagner du terrain. Et parmi les moyens qui sont déployés pour l'éducation, une nouvelle méthode de formation pour les professeurs stagiaires. Et cette semaine, vous avez découvert sur notre antenne Emmanuelle. Elle exerce pour la première fois. C'est à Montigny-le-Bretonneux. Elle est revenue pour nous sur son tout premier jour d'école. La rentrée scolaire a sonné. Ce matin, ils étaient 302 624 enfants à retrouver les bancs de l'école dans les départements. Un grand jour pour tous les écoliers, mais aussi pour Emmanuelle Delorge. Elle entame sa première année en tant que professeure des écoles à l'établissement Marie-Noël de Montigny. Est-ce qu'elle va à l'étude ou pas ce soir? Non, pas ce soir, d'accord. Clara, tu peux t'asseoir, il y a le plan de classe qui est affiché au tableau. Emmanuelle aura à sa charge 25 élèves de CM2. Cette année, elle est encore stagiaire. Son temps sera réparti entre l'enseignement et une formation universitaire. Le reste de la semaine, les enfants auront classe avec Valérie Lopez, la directrice. Donc je suis quand même dans l'école. Madame Delorge prend ma suite le jeudi et le vendredi et on fera un mercredi sur 2. Aujourd'hui, elle donne cours exceptionnellement à 2. Elena, une assistante de vie scolaire, les épaulera également au quotidien. Elle aura à sa charge 2 enfants avec un handicap léger. J'ai trouvé ça vraiment très bien, qu'il y ait quelqu'un pour les accompagner, pour les aider à écrire, à comprendre des choses, pour qu'ils puissent participer vraiment dans la classe comme les autres. Ce matin, la classe a fait connaissance, un premier échange réussi. Pour Emmanuelle, c'est le début d'une carrière synonyme de passion. Ce que j'aime dans ce métier, c'est vraiment le contact avec les enfants. J'aime leur spontanéité. Je les trouve assez motivés par rapport, on va dire, aux plus grands souvent qui sont en collège-lycée. Voilà. Sinon, j'aimais plein de choses dans la vie. J'aimais tout ce qui touche à la psychologie. J'aimais les langues étrangères. J'aimais la lecture. Voilà, j'adorais aussi les enfants, bien sûr. Et j'ai trouvé que ce métier regroupait un petit peu tout. Vous prenez vos affaires à mon tour. Le baptême du feu est passé. Emmanuelle entame aujourd'hui sa vie d'enseignante. Cette semaine a aussi été marquée par une forte agitation politique. Après le remaniement, Benoît Hamon s'apprête à retrouver son poste de député des Yvelines et comme son suppléant, il est très critique envers le gouvernement. Jean-Philippe Mallet était sur ce plateau, lui qui n'était d'ailleurs pas à l'université de La Rochelle de son parti. Est-ce que la politique menée aujourd'hui par François Hollande est celle qui l'a annoncée avant les élections présidentielles? En tout cas, ce n'est pas le sentiment que vous en avez. Non. Vous avez le sentiment d'être trahi en tant que socialiste aussi? Trahi,
c'est beaucoup dire. En tous les cas, la musique que nous entendons de la part de l'exécutif aujourd'hui n'est pas tout à fait la même que celle que nous a proposée le président François Hollande. Je m'enorgueillis de ne pas avoir voté, d'avoir fait partie de la minorité de députés socialistes qui, début octobre 2012, n'a pas voté le traité budgétaire européen, qui normalement aurait dû être la mère de toutes les batailles. Ce que l'on vit depuis quand même 2 ans, mais ça remonte à loin, peut-être à 2005, rappelez-vous, le référendum sur l'Europe, c'est que quand même, au sein du Parti socialiste, mais de la même façon au sein de l'UMP, vous avez des responsables qui pensent des choses radicalement différentes sur des sujets très importants. Alors, effectivement, peut-être que les clivages ne passent pas là où ils devraient passer. Donc il va y avoir une réflexion politique collective qui va être menée effectivement au sein de la gauche. Ce qui vous concerne aussi personnellement. Bien sûr. Jean-Philippe Mallet qui laissera sa place de député à Benoît Hamon à la fin du mois de septembre. Politique toujours face aux incivilités, aux violences. Alain Hajaj, le maire communiste de la Verrière, demande une nouvelle fois un renforcement de la présence policière dans certains quartiers, mais aussi des moyens à l'État pour mener à bien une politique sociale. Il évoque un climat difficile. Un système de vidéosurveillance va être développé dès le mois d'octobre. Il est vrai que nous faisons partie des communes et des collectivités qui réclamons effectivement les moyens de police nécessaires. Aujourd'hui, vous avez quels moyens de police ? Alors nous n'avons pas les moyens de police, c'est évidemment le commissariat d'Elancourt qui couvre notre commune. Moi j'aimerais bien que le commissariat d'Elancourt soit renforcé en effectif. Il l'a déjà été, mais je pense qu'il y a encore des choses à faire de manière à ce que le travail efficace que nous conduisons avec le commissaire de police, on se voit régulièrement, nous coordonnons nos actions, nous avons un CLSPD, un des plus actifs du département, nous le réunissons encore dans 15 jours. Donc nous avons un vrai travail de concertation, mais face aux problématiques aujourd'hui liées à la tranquillité, il faut plus de moyens, une meilleure coordination et effectivement un travail en amont, un travail social auprès des populations les plus en difficulté. Puisque l'on parle de la Verrière, sachez que le pont Schuller qui enjambe la Nationale 10 en direction de Maurepas va enfin être élargi avec 2 voies supplémentaires. Une réunion a eu lieu cette semaine à Maurepas. Reportage à revoir sur notre site internet. Prochaine réunion programmée le 11 septembre à la Verrière dans la salle du Scarabée. En sport, l'actualité de la semaine, c'est le Versaillais Thomas Barouk devenu vice-champion du monde du 200 barreur poids léger, assisté du Lyonnais Augustin Moutarde. Il représente les couleurs du cercle nautique de Versailles. Cet Yvelinois, Anthony Reich l'a rencontré. Son interview complète sera à découvrir lundi à 18h30 dans le 7-8 Sport qui fera pour l'occasion sa grande rentrée. Voici déjà un extrait de cet entretien. Effectivement, c'est une première médaille au championnat du monde. C'est pas une première médaille mondiale parce que j'ai déjà une médaille en Coupe du Monde, mais c'est une première médaille au championnat du monde. Donc ouais, c'est on va dire, la concrétisation de tout le travail qui a été accompli depuis maintenant 5 ans au haut niveau. Et c'est vrai qu'elle a un peu tardé à venir, mais on l'apprécie d'autant plus. On savait qu'ils étaient forts, on était un peu sur la retenue en termes de pronostics. On savait qu'on pouvait être dans le coup, mais qu'on n'était pas sûr d'aller faire une médaille en partant à Amsterdam. Vous finissez 2e derrière les Suisses qui battent le record du monde et vous-même, tous les deux, vous faites la 2e performance mondiale de tous les temps. Donc le précédent record du monde que vous avez battu, c'est quand même déjà exceptionnel ça, ouais, en soi. C'est vrai que c'est vraiment le signe que la performance des 2 bateaux est très bonne et c'est pas un championnat du monde au rabais. Rendez-vous donc lundi 18h30 pour la première diffusion en intégralité de cet entretien avec Anthony Reich. Et puis nous finissons ce journal avec une pensée toute particulière pour nos confrères de Téléssonne, la télévision locale de l'Essonne. Son conseil d'administration réuni ce jeudi a décidé de la dissolution de la chaîne. Malgré une souscription lancée au mois de juillet, il manquait 500 000 € pour clore le budget. La chaîne espère obtenir un sursis jusqu'à la fin du mois de décembre. Elle espérait pouvoir déposer un dossier pour l'obtention d'une fréquence sur la TNT régionale. Téléssonne devrait néanmoins cesser d'émettre à la fin de ce mois. C'est une disparition de plus dans le paysage audiovisuel des télévisions locales après les chaînes de Dijon ou encore de Clermont et c'est évidemment une perte pour la pluralité de l'information. Prochaine édition du journal lundi 18h. D'ici là, vous avez rendez-vous sur TV Fil 78 avec Yolène Torres, le 7-8 Week-end pour faire le point sur vos prochaines sorties, loisirs et sportives. À lundi.